Et salut, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Quelle excuse j'ai? Bah la vie les gars. Le mois de février a été plutôt bien rempli en termes pro et perso. Donc je profite là qu'il soit très tôt ce samedi matin pour vous filmer mon petit bilan du Cold Winter Challenge. Il est tôt donc vous pardonnez, hein, je suis en pyjama. De toute façon je crois que ça devient une habitude entre nous hein, que je vous fasse des vidéos en pyjama. Tu la sens la déchéance de la chaîne YouTube, tu sais où plus ça va, à la fin je vais même plus prendre de douche, je pense que ce sera la totale. Il y avait une fille comme ça qui avait un concept, je crois que c'était Marie-Lee en pyjama ou quelque chose comme ça, sa chaîne Booktube. En fait elle avait l'idée du siècle, la nana, pas obligée de s'apprêter pour faire la vidéo YouTube, j'aurais dû lui piquer le concept. Donc c'est parti pour ce petit bilan du Cold Winter Challenge au saut du lit. Que vous dire sur mon expérience du Cold Winter Challenge? Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé, j'ai lu pas mal de choses, je suis un peu sortie des sentiers battus, j'ai assez respecté ma palle. Après je me suis mis aucune pression et du coup bah, j'ai pas lu tant que ça. Regardez un peu dans mon petit bullet journal. Pour ceux et celles qui savent pas ce que c'est un bullet journal, je t'invite à l'écrire dans ta barre de recherche YouTube. Tu ne seras pas déçu. Le Cold Winter Challenge. J'ai lu 8 livres sur 18. Bon, on est dans un prorata assez acceptable, hein. Sachant qu'il y a eu un abandon en plus, que j'ai arrêté à la moitié du bouquin parce qu'à un moment donné je me suis dit mais pourquoi je me force à lire un livre qui me plaît pas. Et il y en a un autre que j'ai stoppé, pas parce que le bouquin était nul, voire même non, il était très bien, mais j'étais pas du tout dans le mood de ce genre de lecture, donc je le remets à plus tard. Je vais vous lire les trucs en fonction des menus, un peu à l'arrache comme ça. Donc dans le menu Magie de Noël, j'ai tout d'abord lu un livre, ça a été un des coups de cœur de ce challenge parce que quand même il faut qu'on dise que ce challenge a eu pas mal de coups de cœur et ça c'est vraiment cool parce que mon année du coup a commencé avec des lectures de ouf, genre de la qualité. Donc Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Ceux et celles qui ont vu mon vlog que je mettrai là juste au-dessus ont déjà une petite idée de mon avis sur le sujet. Mais ce livre, c'est mon deuxième livre de Delphine de Vigan et c'est la deuxième fois qu'elle me laisse autant sur le cul, il n'y a pas d'autre expression, par son talent d'écriture, par la manière qu'elle a de raconter les histoires, par les émotions qu'elle dépeint et qu'elle décrit, et c'est vraiment vraiment sublime. Donc voilà, j'ai été hyper ravagée, touchée, euphorisée, blessée par ce livre qui raconte en fait la maladie de sa maman. Voilà, sa maman est je pense bipolaire ou dépressive, je me rappelle plus le terme exact, je sais même plus si elle emploie un terme exact en fait. C'est vraiment vraiment bouleversant et en fait on retrace l'existence de sa maman, de sa petite enfance à jusqu'à sa mort, son décès, parce que dès le début on apprend voilà qu'elle est décédée et du coup en fait on va voir aussi l'impact qu'a eu sa famille sur elle, les relations qu'elle a dans cette famille. Et en fait c'est vrai que c'est une famille assez particulière dans le sens où je pense pas qu'elle est plus glauque que d'autres. Je pense qu'elle a quand même pris pas mal de claques dans la gueule cette famille, notamment en termes de décès violents. Forcément ça a eu un impact sur la construction psychologique de chacun des membres. C'est écrit mais d'une manière, qu'est-ce que c'est beau quoi, qu'est-ce que c'est beau. J'ai lu que 2 livres du coup d'elle et je vais tous les lire, c'est sûr et certain, parce que les 2 fois je suis subjuguée et fascinée par ces pages et du coup je lis les livres d'une traite. Alors je m'excuse pour les bruits parce que dans la campagne à 8 h du mat un samedi, il y a tous les voilà, tous les enjambeurs. Alors pour ceux et celles qui comme moi ne savent pas ce qu'est un enjambeur car ils ne vivent pas à côté de vignes, un enjambeur c'est une sorte de bestiole chelou. Non, c'est pas la bestiole chelou qu'il y a dans la saga Labyrinthe, moi aussi je fais beaucoup le micmac dans ma tête, mais c'est une sorte de bestiole chelou qui passe entre les vignes. Du coup c'est une sorte de gros tracteur bizarre, je vous mettrai une petite image, vous verrez. Mais donc voilà, les enjambeurs n'arrêtent pas de passer parce qu'il va faire beau je pense, et que du coup ils en profitent pour aller vite bosser dans les vignes. Donc je disais, après cet aparté viticole, Delphine de Vigan c'est dur. Voilà, c'est très dur parce que déjà je pense que c'est très dur d'écrire sur sa famille. Moi je pense que je n'y arriverai pas parce qu'on touche à des choses qui font vraiment partie de l'intime et voire même de la construction de soi. Et surtout quand il y a dans sa famille comme ça quelqu'un qui a voilà une maladie psychologique assez forte et qui du coup est bouleversante, voire traumatisante pour pas mal de monde autour. C'est hyper difficile d'en parler, je pense, parce qu'il y a la peur du jugement des autres, il y a la peur de révéler des choses. Et d'ailleurs Delphine de Vigan l'explique dans tout son processus. Voilà, sa mère a pas mal de frères et sœurs et ils disent tous, ils lui font tous comprendre mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir écrire sur notre famille, j'espère que t'en feras pas un portrait trop dur. Ce processus aussi du regard de la famille, de la peur de blesser l'autre et tout est bien en place dans le livre. Et du coup voilà, moi ça m'a beaucoup touchée parce que je sais pas, je me suis identifiée à pas mal de choses et à d'autres pas du tout.
C'est une famille nombreuse, donc forcément ça m'a parlé. La place de chacun dans les familles nombreuses, c'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de choses vraiment très touchantes, puis surtout c'est très bien écrit. Donc c'est un coup de cœur, un véritable coup de cœur, et je pense que c'est un coup de cœur à vie même. Et voilà, j'ai qu'une envie du coup, c'est de lire d'autres livres de Delphine de Vigan, second livre. Dans le menu Magie de Noël toujours, j'ai lu, ah bah tiens, on va enchaîner par les coups de cœur. Ah bah ouais, en fait les 3 premières lectures que j'ai faites, c'est mes 3 coups de cœur, donc on commence par le must du must. J'avais mis le tome 1 de la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Et en fait ça a été l'intégralité de mes lectures de février, car j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai été acheter le tome 2 et le tome 3 et que je les ai enchaînés. Parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pareil pour une saga de fantasy fantastique. Génial, mais oh là 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 là. L'émotion quand il a fallu fermer le tome 3. Bon, en fait je sais qu'il y a un tome 4 et apparemment un tome 5 qui est en prévision, mais voilà, dans ma tête à moi c'était une trilogie, et vraiment la fin du 3 peut être une fin qui se suffit elle-même, on peut s'arrêter là. Et oh là là, l'émotion après tant d'aventures. Vous vous rendez compte? Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu une saga comme ça où les personnages vont me manquer alors que ce ne sont que des personnages de papier. J'ai vécu tellement d'émotions avec cette saga, tellement de rebondissements de ouf, et surtout pour une fois on n'est pas dans les clichés, c'est vraiment original. Le tome 1 il est un peu à part des deux autres, dans le sens où en fait le tome 1 on est clairement dans la réécriture du mythe de la Belle et la Bête. Alors une réécriture très créative, hein, mais il y a quelques petits échos qui font que vous voyez que ça fait référence à la Belle et la Bête. Voilà, c'est une jeune femme dans la pauvreté qui essaye d'aider ses sœurs et son père à survivre après le décès de sa maman. Une sorte de créature chelou, bestiole d'un royaume derrière un grand mur va venir l'enlever et elle va devoir vivre dans son château. Voilà. Évidemment, cette grande bestiole chelou est victime d'une malédiction qui est très originale, parce qu'en fait la malédiction c'est que les gens de cette cour, ça s'appelle la cour de l'été, un jour il y avait un bal masqué et on appelle ça des faées là-bas, une sorte de sorcière, de magicienne, bref, une faée a jeté une malédiction qui fait qu'en fait ils ne peuvent plus enlever leur masque. Moi je trouve ça génial parce que du coup il y en a qui se trouvent avec des masques de renards, des trucs ouf, des masques d'oiseaux, des loups, et ça fait juste 50 ans en fait qu'ils ont le masque vissé à la trombine. Ça c'est le tome 1. Pour vous donner une idée. Évidemment il se passe plein de choses dont je vous parle pas et que je ne vous dirai pas, parce que si l'histoire se résumait juste à une réécriture linéaire du conte de la Belle et la Bête, je pense pas que ça m'aurait plu plus que ça. Mais non, il va se passer plein de choses, plein d'événements, et là on part vraiment dans une saga haletante où en fait vous ne lâchez pas le bout. Surtout ce que j'ai adoré c'est l'univers, parce que vous voyez quand on parle un peu de la Belle et la Bête, tout de suite on a le côté princesse Disney, petit conte, alors qu'à la base la Belle et la Bête c'est assez glauque comme histoire. Moi j'avais vu le film de Cocteau, c'était c'est pas un film drôle quoi, c'est hyper touchant, c'est glauque, et là je trouve qu'on a réussi un peu à avoir cette ambiance. De plus elle a créé des créatures flippantes, hyper ténébreuses, genre vraiment elles viennent des bas-fonds de la terre ou de l'enfer quoi. Et ça j'ai adoré parce que ça rajoute un côté un peu monstrueux, morbide à l'univers, qui n'est pas pour me déplaire, comme vous le savez je suis très friande des monstres en tout genre. Le tome 2 et le tome 3 c'est la suite. Là on n'est plus vraiment dans le mythe de la Belle et la Bête, c'est bon, cette côté réécriture est passé, mais la suite est encore mieux. Oh, vraiment le tome 2 et le tome 3, je sais pas lequel j'ai préféré, mais à partir de là c'est bon, moi j'étais addict, je ne pouvais plus lâcher. Je lisais dans la voiture le matin avant d'aller au boulot, je lisais le soir, aux grands dames de mon conjoint qui du coup avait qu'une envie, lui c'était de papoter, et moi j'étais là, chut, tais-toi, je lis. Donc je comprends le succès de cette saga, qui, comme je vous l'avais expliqué, moi me rebutait pas mal à cause du titre que je trouve pas terrible, et de la couverture que je trouve kitsch à souhait. Bon, encore une fois, représentation de la femme, une belle bouche bien charnue, des gros bouts, taille digne des plus belles poupées Barbie. Encore une fois on est dans du cliché héroïque fantasy où les femmes sont toutes des guerrières badass au gros sein, hein, on se croirait dans un jeu vidéo. Vraiment tout ça en fait ne me donnait pas envie. Et donc je vais vous dire comme moi de ne pas vous arrêter à vos préjugés et d'aller lire la saga. Vraiment lisez-la car c'est oufissime. Menu hiver mystérieux, 3e lecture, c'est mon 3e coup de cœur de ce challenge, et vous allez voir encore une fois ça n'a rien à voir avec les 2 premiers coups de cœur. Il s'agit de Circé de Madeline Miller. Circé donc c'est c'est un roman, pour le coup on est vraiment dans du roman, qui revient sur le mythe antique de Circé. Et bon, c'est totalement romancé autour de la vie de Circé, en fait on va suivre son existence, et moi j'ai adoré, parce que premier point positif, c'est super bien écrit. Second point, on retrace le passage très connu de l'histoire de Circé où là il y a Ulysse qui vient sur son île et qui va vivre une petite romance avec elle, et
et autres. Moi je ne connaissais Circé que pour ça, parce qu'elle transforme les hommes du lys en cochons, et voilà. En fait il y a tellement d'autres choses. Circé, elle est, comme c'est une demi-déesse, elle a une existence quasi immortelle. Voilà, elle vit des centaines d'années sur son île, exilée de tous et de toutes. Et du coup elle va en rencontrer des héros, elle va en vivre des aventures, elle va en avoir des avis sur les choses. Alors est-ce que tout est inspiré de la mythologie grecque? Je suis pas assez calée en mythologie grecque pour vous dire que oui, Madeline Miller, tous les grands événements de son histoire respectent les mythes de l'époque, ou alors que pas du tout, elle a pris des personnages et elle en a un peu fait ce qu'elle voulait, parce qu'en fait on retrouve énormément de personnages de la mythologie grecque. On va retrouver la déesse Athéna, la déesse Aphrodite, le dieu Hermès, Zeus lui-même, avec beaucoup de héros, Prométhée, comment il s'appelle lui? Oh la mémoire, c'est de pire en pire en vieillissant. Icare, c'est son fils, et son père c'est... je ne sais plus. On va retrouver Thésée, on va retrouver Ariane avec le Minotaure, enfin... tellement de choses que quand vous aimez la mythologie grecque, vous êtes trop content quand vous commencez à lire les pages et vous dire ça me rappelle quelque chose, est-ce que le Minotaure va débouler, oui ou non, la la la. J'ai appris plein de trucs et après j'étais dingue en mythologie grecque, j'avais envie de lire que ça, j'étais en mode, parce que j'adore la mythologie grecque depuis toujours, hein. Moi depuis que j'ai vu Hercule de Disney, je veux tout savoir, j'ai fait du grec exprès, du grec ancien pour en apprendre plus. Et du coup là j'étais à fond dedans, je faisais des arbres généalogiques pour bien comprendre qui est lié à qui. Et en plus l'histoire est pleine de rebondissements, le personnage de Circé est hyper riche. Du coup je sais qu'elle en a écrit un autre qui s'appelle Les Chants d'Achille ou Le Chant d'Achille, je ne sais pas. J'attends pour me l'offrir, de mettre un peu de distance entre ma lecture de Circé et celle-ci, pour pas faire trop une redite si jamais ça se ressemble un peu, mais ouais non j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et Madeline Miller, vous pouvez être sûr que je vais guetter ce qu'elle fait de très près. Dans le menu toujours hiver mystérieux, j'ai aussi lu La Dictatrice de... comment s'appelle cette femme? Disons que c'est la matinée des trous de mémoire. La femme qui a écrit Femme de dictateur. Diane Ducret. De Diane Ducret. Donc La Dictatrice de Diane Ducret, c'est une lecture... à deux visages pour moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle entend par là? C'est la crise en Europe, c'est une crise qui fait beaucoup écho un peu à ce qu'on vit en ce moment, dans le sens où elle n'est pas sanitaire, mais avec le Brexit et autres, voilà, où en fait les pays de l'Union Européenne vont décider de dissoudre l'Union Européenne, et on va revenir au bon vieux temps de chacun qui pense qu'à soi, et forcément ça va créer des conflits, voire surtout une très grande pauvreté dans toute l'Europe, qu'il y aura plus... ce côté des marchés ouverts, les pays en crise économique vont complètement flancher car ils ne seront plus soutenus par l'Union Européenne. Politiquement, pareil, les extrêmes, ils vont à gogo. Donc ce sont des choses qui ne semblent pas tant fictives que ça. Moi j'ai vraiment eu la sensation, en plus je crois qu'au début ça se passe en 2023 ou 2025, donc c'est pas trop loin de 2021. J'ai eu la sensation que, enfin c'était facile de se projeter en fait dans cette dystopie. Et en fait il y a une femme, une jeune femme qui va s'élever grâce aux médias et autres contre tout ça, et qui va petit à petit devenir en fait la leader du monde nouveau et va devenir petit à petit une dictatrice. Le personnage, bon, m'a pas plus touché que ça. Il y a une seconde intrigue un peu personnelle où on essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie personnelle. Ça, l'intrigue secondaire, j'ai trouvé qu'elle était pas très bien ficelée. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est comment on arrive à embrigader un peuple, des gens avec un esprit critique et autres, dans une dictature. Parce que quand vous lisez ce bouquin, en fait, donc la personnage, je me rappelle plus de son nom, mais le personnage de la dictatrice, au début, ce qu'elle dénonce, ce qu'elle veut combattre, c'est des choses où vous ne pouvez qu'être d'accord avec elle. Vous dites mais oui évidemment la pauvreté, les gens qui meurent de faim dans la rue, le droit des femmes, parce qu'évidemment c'est une dictatrice pour la première fois, donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir une sorte de féminisme exacerbé, mais attention, féminisme hyper rétrograde, un peu comme les Antigones là qui disent que les femmes sont là pour procréer et doivent n'avoir que cette mission là sur Terre, et elles le font passer pour du féminisme. Voilà, donc on n'est pas dans un féminisme... qui prône l'égalité entre les sexes, hein. Non, on est vraiment dans un féminisme un peu rétrograde, mais qui va quand même mettre la femme au centre de tout parce qu'on donne la vie. On réduit au fur et à mesure des pages à ça, mais au début pas du tout. Il y a vraiment des choses où vous vous dites bon, ouais carrément, ouais c'est sûr, ouais il faut de l'égalité entre les sexes, c'est sûr, au début elle le présente comme ça, il faut de l'égalité entre les classes sociales, bien sûr, il faut essayer de faire un partage des richesses pour tous, ça semble logique, enfin. Puis petit à petit, parce que le titre s'appelle La Dictatrice, donc bon, je suis pas trop bête, je me dis à un moment donné ça va forcément vriller. Et j'arrêtais pas de me dire mais quand est-ce que ça va vriller, quand est-ce que ça va vriller, parce qu'en vrai, moi, dans la situation que vivent les gens dans le bouquin, tout ce qu'elle dit au début j'adhère, hein. Puis je suis avec elle, hein, c'est sûr. Puis petit à petit, tu commences à te dire ah,
pas trop cette idée-là. Ah, celle-là aussi, elle me dérange. Puis non, elle peut pas faire ça, voyons, c'est pas possible. Et en fait, à partir du moment où les opposants politiques commencent à être enfermés, on commence à censurer les autres dialogues, commence à avoir une seule manière de penser, une seule manière. On vous propose qu'une seule manière de vivre en fait. Et là, ça devient hyper flippant parce que tu te dis. Putain, au début j'étais avec, et en fait, c'est comme si t'avais pas vu le loup derrière la brebis, tu vois. Et moi, ça m'a vachement intéressée, parce que je me suis dit qu'en fait, il y a toujours ce mythe qui m'agace beaucoup face, par exemple, quand on pense au nazisme et toutes les autres dictatures qu'il y a pu avoir. On dit toujours, ouais, mais qu'est-ce qu'ils étaient cons. Dans le cas du nazisme, les Allemands, ils ont quand même voté pour lui. Même si les élections étaient truquées, le peuple allemand était pour lui. Quand t'es dans la galère totale et que t'as quelqu'un qui arrive, qui a des solutions, et en plus au début ça marche bien ce qu'il propose. Il te montre un ennemi commun, il te machin. Quand t'es désespéré, bah tu fais des choses horribles. Et en fait, je me suis rendu compte que moi je serais sûrement tombée dans le panneau aussi. Avec toute la bonne volonté du monde, avec le recul. Alors heureusement, je suis née à une époque où l'histoire me permet de prendre du recul et me dire attention, ça c'est déjà arrivé. Tu vois. Mais à l'époque, sincèrement, on serait sûrement tombé dans le panneau aussi. Et ce livre en fait remet un peu les pendules à l'heure de ça. Et je trouve que ça explique comment des peuples entiers, comment des masses d'hommes, de femmes, de gens cultivés arrivent à tomber dans le jeu de la dictature. Et je trouve que c'est très très bien pour ça. Parce que voilà, ça te remet un peu à ta place et ça te permet d'avoir encore plus de recul sur ces périodes de l'histoire, voire même celles qu'il y a actuellement. Je vous invite à le lire si vous avez la curiosité comme moi de voir un petit peu ce qui est raconté là-dedans. Autre lecture, dans le menu, j'ai perdu ma page, bougez pas. Dans le menu Hiver mystérieux, j'ai lu aussi De sang et de rage de Tomi Adeyemi, je crois. Ça, je suis trop contente aussi parce que ça faisait longtemps que je l'avais dans ma palle et pareil, je sais pas pourquoi je le sortais pas. C'est le problème des sagas quand vous savez qu'il va y avoir plein de tomes. Souvent, je sais que quand j'aime une saga, un peu comme c'est passé avec Un palais d'épines et de roses, je lis tout à la suite. Résultat, je me dis ah non, est-ce qu'il y a aussi d'autres livres, des one-shots que j'ai envie de lire, donc je remets toujours au lendemain. C'est exactement ce qui s'est passé avec De sang et de rage parce que j'ai tellement aimé le tome 1 que je suis allée acheter le tome 2 et heureusement pour moi, le tome 3 n'est pas encore sorti. De sang et de rage, c'est un livre young adulte qui va parler de magie et d'une manière que je ne sais pas vous mais que moi je n'avais jamais lu parce qu'en fait nous allons parler un petit peu de tout ce qui est magie avec une grande inspiration africaine. Ça m'a beaucoup plu un petit peu tout ce qui est sorcier marabout d'Afrique avec les incantations qui ont des intonations très africaines et autres, donc j'ai beaucoup aimé. On est dans un monde où il y a des enfants, des êtres qui naissent avec les cheveux blancs et qui sont des magies, ça veut dire qu'ils ont des pouvoirs magiques et forcément il y a un méchant roi ou prince, je ne sais plus, qui va les pourchasser et leur interdire de pratiquer leur magie grâce à un super sort où il va bloquer leur pouvoir magique. Et donc on est encore dans une dictature. Les magies sont asservies, sont chassées, sont maltraitées, ont moins de droits que les autres, enfin la totale. Et évidemment, il y a une petite fille qui s'appelle Zélie, qui on ne sait comment va provoquer une hécatombe d'événements qui vont mener à une révolte du peuple magie. Et ça c'était vraiment chouette. Mais qu'est-ce qui change un petit peu, ce que vous allez me dire, bon, hyper cliché comme début de bouquin, début de saga. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un livre choral où on a 3 points de vue et que les 2 autres points de vue sont le fils et la fille du fameux roi. C'est super chouette parce que déjà le frère et la sœur ne se ressemblent pas du tout et ont des regards très différents sur leur famille, leur père, sans être dans le cliché de celui qui adhère complètement et celle qui est contre. Non, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ils savent pas trop en fait parce qu'on leur a toujours appris que ça et ils vont se retrouver mêlés à l'histoire et c'est super en fait d'avoir leur point de vue à eux et de voir toute la déconstruction de l'éducation qu'ils ont reçue qui va pas du tout aller à la même vitesse et qui va pas du tout se produire pour les mêmes raisons. Ça enrichit totalement le récit d'avoir autre chose qu'un point de vue. Voilà, Zélie, c'est un peu, c'est pas forcément le personnage que j'ai préféré, c'est un peu l'héroïne de base. Elle a du caractère, elle a pas peur, elle a vécu un traumatisme dans sa jeunesse dû à cette dictature. Du coup elle veut se venger mais en même temps elle veut le bien de tous. Enfin, voilà, elle est assez commune, même si elle est piquante et que c'est très agréable de la lire. Mais moi j'ai surtout aimé les 2 autres personnages, voilà, le prince et la princesse qui sont beaucoup moins manichéens pour moi, qui ont une part d'ombre, une part de lumière et qui savent pas quoi faire. Ensuite, ce qui m'a plu, c'est l'histoire. L'histoire est très originale et ça fait du bien aussi parce que, comme je vous dis, ces sagas, quand on commence à en avoir lu un paquet comme moi, pour être surpris, c'est de plus en plus compliqué. Là, il y a des légendes, des mythes, des animaux, même si c'est du fantastique, donc ils sont un peu modifiés, mais qui font clairement appel à tout ce qui est la faune et la flore africaine. Et moi j'ai adoré parce que j'avais jamais lu ça. Ça change et vraiment c'était chouette. C'était très chouette. J'ai préféré le tome 1 au tome 2. Le tome 2 c'est juste qu'à un moment donné, je trouve qu'on a voulu ajouter un peu trop de personnages d'un coup, avec chacun des pouvoirs magiques différents. Et j'étais perdue en fait. Du coup j'avais pas le temps de m'attacher à eux parce qu'il y en avait trop. Ça c'était le
petit point négatif, mais sinon allez-y, c'est une super saga, vous pouvez y aller. Et enfin, dans le menu Marcher ensemble dans la neige, qui est celui que j'ai le moins lu. Alors pourtant il y a des livres qui sont là depuis longtemps, il va falloir que je me pose des questions sur leur avenir. J'ai lu une BD qui s'appelle Edelweiss. Un peu déçue, parce que le début part trop bien, j'ai adoré les dessins, et au final il se passe pas grand chose. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans une famille assez, on va dire, bourgeoise, et où l'histoire de la famille, leur passe-temps à eux, c'est de faire de l'alpinisme. Parce que une de leurs ancêtres a été une grande alpiniste, et du coup, tous les descendants veulent faire la même chose. Et donc on suit cette jeune fille qui va avoir un amoureux qui lui vient d'une autre classe sociale, donc forcément il a un peu envie de faire ses preuves, de prouver au père de la jeune fille qu'il est bien pour elle, etc. Et elle a envie en fait de lui partager sa passion de la montagne. Et il va se passer un truc qui fait que cette jeune femme ne pourra plus jamais gravir la montagne. Et après en fait on suit ça. Comment continuer à suivre cette ambition familiale quand on ne peut plus. Ça m'a touchée. Mais en fait à partir de ce moment-là, à partir de ce point de chute là dans l'histoire, je trouvais qu'après c'était fade et qu'il se passait plus grand chose et j'étais déçue. Donc voilà, donc je vous invite à la lire. Après si vous la lisez pas c'est pas très grave, mais ne serait-ce que pour les dessins vous pouvez y aller. Et enfin le menu Hiver obscur où j'ai pas mal bouquiné aussi. J'ai lu Snob de Julian Fellowes, qui est l'auteur, vous le savez, de Belgravia, de Downton Abbey. Et alors vous allez être surpris et surprise car je l'ai abandonné. J'ai abandonné un livre de Julian Fellowes. Qu'est-ce qu'on s'ennuyait. C'était son premier, bah ça se voit un peu, hein, parce que purée, oh là 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 là, on suit l'histoire d'un homme dans une société, comme d'habitude, société aristocratique anglaise, et d'une jeune femme qui vient de rien et qui va réussir par un mariage à rentrer là-dedans, et elle est un peu sous le feu des projecteurs et forcément des critiques. Et on a son point de vue à lui. Comment vous dire que j'ai plus de la moitié du bouquin, il s'était toujours rien passé. Et en fait, comme je suis très têtue, en termes notamment de littérature, je voulais finir le bouquin. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que je mettais du temps, ça faisait déjà plus d'une semaine que j'étais dessus alors que le bouquin est tout petit. Et je me disais, mais pourquoi je me force en fait? Du coup, j'ai arrêté. Je vais vous parler de Personne n'a peur des gens qui sourient, qui est le premier livre que j'ai lu en 2021 et que j'avais adoré, qui raconte l'histoire d'une femme qui fuit avec ses enfants. Je me rappelle l'avoir lu, avoir adoré ça, avoir trouvé ça très bien écrit, et vous allez rire, 2 mois plus tard, je me rappelle presque pas. Je me rappelle de l'idée, je me rappelle des événements, mais c'est tout. Je me rappelle que c'était bien écrit, mais je peux pas vous dire, j'ai pas de moment comme ça qui m'a marqué plus que ça. Donc comme quoi la lecture c'est quelque chose d'assez éphémère. Je me dis qu'Instagram est mon ami, parce que je vous mets mes avis à chaud. Et à chaud, qu'est-ce que j'avais pensé de ce livre? Non mais vraiment, j'ai pas voulu tricher, je me suis dit mais je ne me rappelle plus tant que ça du bouquin. Déjà ma première phrase c'est on commence l'année avec du lourd. Bon bah écoute, du lourd mais qu'on oublie au bout de 60 jours. Justement, c'est peut-être pour ça que l'histoire m'a pas marqué, parce que déjà dans mon avis de l'époque, je mets que c'est pas l'histoire que tu retiens, mais la plume et la manière dont le récit est raconté. C'est dingue, j'ai écrit et alors la fin m'a eu. Avec une montée en suspense digne des plus grands, vraiment une très belle découverte. Autrice à suivre de près. Je crois que je vais leur lire, sincèrement, parce que j'ai trop kiffé sur le moment, mais je me rappelle plus. C'est le con quand même, parce qu'en plus je l'ai lu d'une traite, c'est-à-dire que je me suis posée dans mon canapé derrière, et j'ai rien fait d'autre pendant 1h30, j'étais à fond, à fond, à fond. Bon bah voilà, avis en carton, relecture à programmer, mais sur le moment j'avais surkiffé, donc allez-y. Hein. Mais ouais, je me rappelle qu'il y avait vraiment un truc qui te tenait en haleine quoi. Désolée Véronique Ovaldé, je vends trop mal ton livre, alors je l'ai adoré sur le moment. Oh là là, heureusement que j'ai pas une influence incroyable. J'ai ensuite lu Certaines n'avaient jamais vu la mer, et ça m'a plus marqué. Julie Otsuka je crois, Certaines n'avaient jamais vu la mer, ça raconte l'histoire vraie de centaines voire de milliers de femmes japonaises qui se sont exilées aux États-Unis au début du XXe siècle, sont mariées avec des hommes qu'elles ne connaissent pas et avec qui elles échangeaient des lettres. Alors moi ce que j'avais pas compris en achetant le bouquin, c'est que je croyais qu'elles allaient épouser des Américains. En fait non, elles épousent des Japonais qui sont partis vivre en Amérique, des hommes japonais qui sont partis là-bas, et elles vont les retrouver, enfin les rencontrer par le biais de cette entreprise maritale un petit peu, hein, et une fois là-bas, elles les rencontrent et puis c'est leur mari. Sauf que bah, elles vont vite déchanter ces femmes parce que déjà il faut survivre à la traversée, hein, à l'époque. Beaucoup de ces hommes leur ont totalement menti sur leur vie américaine, voire même sur eux-mêmes en envoyant des photos d'autres personnes. Et donc on suit la vie de toutes ces femmes qui vont se retrouver dans des plantations. Toutes ces femmes se retrouvent à faire des métiers dingues, à travailler dans les blanchisseries, les laveries, dans les fermes. C'est tellement violent comme bouquin, c'est tellement marquant. Ça montre encore la place de la femme, quoi. Dans certaines cultures, et alors à cette époque-là, mon Dieu, on est vraiment que des fours à bébés
et de la main d'œuvre, enfin c'est d'une violence. Et bon, certaines s'en sortent en des coups de bol, mais en vrai la grande majorité se sont faites totalement avoir, ils vont vivre dans une pauvreté dingue. Et en plus elles osent pas le dire à leur famille qui sont restées au Japon. Et c'est violent comme bouquin. C'est un tout petit livre, hein, il fait 110 pages je crois, mais ouais, et c'est encore une part de l'histoire silencieuse, encore quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai été vraiment touchée par ce livre, il m'a vraiment émue et j'en ai beaucoup parlé à mon copain du coup, qui est un peu plus calé, voire beaucoup plus calé en histoire que moi, et lui évidemment en avait entendu parler, et je lui ai dit mais pourquoi on n'apprend pas ça, pourquoi on parle pas de ça parce que c'est des détails en fait de l'histoire, mais c'est fou parce que ces détails c'est la vie de centaines de milliers de personnes. Savoir ce qui a pu arriver à pas mal de gens entre les 2 guerres mondiales, notamment à pas mal de japonais et de japonaises. Et voilà, j'ai terminé mon bilan. Donc c'était mes lectures du Cold Winter Challenge 2020. Je suis assez contente comme je vous dis parce que vous avez pu le remarquer par rapport à ce que je vous ai présenté. J'ai lu vraiment des bouquins de plein de genres littéraires différents. J'ai pris plaisir à lire toutes ces lectures. Vous voyez, il n'y a pas tellement de flops, hein. Il y en a qu'un, c'est la BD, vraiment Edelweiss. Qui en soi n'est même pas un flop, c'est juste que je sais que c'est une lecture qui passera quoi, que je vais vite oublier. Le reste vraiment c'était de très bonnes lectures, même ce livre de Véronique Ovalde, et du coup là d'avoir écrit ça je me dis il faut vraiment que je le relise parce que quand j'écris les trucs à chaud je suis vraiment honnête sur ce que je ressens sur le moment, surtout que moi je ressens toujours les émotions en manière très très forte, donc forcément si je dis que ça m'a coupé le souffle, c'est que ça m'a coupé le souffle. Donc il faut que je le relise. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que là du coup ça vous fait attendre longtemps pour avoir des avis lecture alors que vous voyez sur Instagram ils sont instantanés. Merci de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, voilà. Moi ça me permet de me motiver un peu à faire des vidéos, de voir que vous êtes toujours plus un peu à me suivre. J'espère que vous avez fait un bon Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me mettre en lien là dans les commentaires, les vidéos vers vos chaînes ou vos comptes Instagram ou de me parler totalement des lectures que vous avez pu faire. Les bouquins, dans ceux que j'ai lus, si vous les avez lus aussi, évidemment vos avis m'intéressent toujours. Donc les vacances sont terminées, donc je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui comme moi reprennent dans quelques jours. Je vous souhaite un bon mois de mars qui arrive. Comme vous, je croise les doigts pour que nous sortions de cet abîme de couvre-feu et de confinement qui nous pèse à toutes et tous. Et heureusement qu'il y a des séries, des bouquins et plein de choses pour nous faire sortir un peu de ce quotidien pesant. Et voilà, je vous embrasse très fort, vive la vie, prenez soin de vous, ciao.